suis venu vous présenter les hommes que vous êtes venus écouter en somme. Il y a Claude Alain le docteur, il y a Lariot le danseur et Alain le musicien, les trois en somme, ils ont leurs mots en commun, ces hommes. Ils vont vous parler de destin, ces hommes. Et c'est à vous de faire avec moi la 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 la. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, ce soir, c'est une soirée dédicace. Bien sûr, ils vont dédicacer leurs livres, mais chacun d'eux va surtout parler de son destin. Parce que ce sont trois hommes que rien ne prédestinait à l'écriture. Claude Alain est médecin, il était à la médecine nucléaire, et en même temps qu'il annonçait à chacun la lecture de sa vie, parfois pas très agréable, il écrivait lui-même sa propre vie, en silence. Et aujourd'hui, la vie de Claude Alain est dans plusieurs livres, mais elle est spécialement dans son livre La Dame Céleste et Le Diable délicat, qui est devenu aussi une pièce de théâtre et qui se joue régulièrement et qui va se jouer, je crois, à partir du 21 décembre Hébertot. Lariot est danseur étoile. Il a fait toutes les scènes du monde. Lariot aussi, rien ne le prédestinait à l'écriture. Lariot a su aussi, après l'envol de l'aigle, faire une renaissance de sa vie. Tout à l'heure, il va vous raconter son destin. Claude Alain est musicien. Il est musicien de formation, il est professeur au Conservatoire des Landes. Et lui aussi, il écrivait sans penser être édité. Et puis lui aussi, le destin a bifurqué. Les destins bifurquent en général, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait un élan. Et je crois qu'il y a aussi des gens qui portent le destin. Beaucoup d'entre vous, dans cette salle, ailleurs aussi, ont porté le destin de certains de ces hommes. On le porte par l'écriture, on le porte en le faisant savoir, on le porte en les applaudissant. Ce qu'il y a de très beau dans l'histoire des destins, c'est que tout le monde a un destin. On ne peut pas penser, même nous tous, le destin, ce n'est pas spécialement d'avoir une vie flamboyante, etc. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ce que beaucoup de vous ont fait d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait des actes, ils sont devenus sur scène, ils sont sur scène. Et quand on est sur scène, c'est que quelque part, on livre une part des choses au public. Je vais les laisser eux-mêmes parler, c'est peut-être mieux. Mais moi, je voulais vous dire simplement, il y a une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup, c'est « l'encre, cette noirceur, d'où sort la lumière ?» Et je vais les laisser parler de leur encre et de leur lumière. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors, Claude Alain, à toi. Alors, pardon, j'ai oublié de dire, ils vont parler 12 minutes chacun ou un peu moins, autrement, je tape la patronne. Voilà. Donc, voilà. Et puis, vous allez être quand même vous-même acteur en leur posant des questions sur leur vie, sur tout ça. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de mon parcours de vie, qui est un parcours d'émerveillement. Comment commencer? Quand je suis arrivé avec une petite fiancée rue des Saints-Pères de la faculté de médecine de Paris, je regardais la porte Art déco et je lui disais, tu vois, ici j'aurais bien aimé y aller, mais je pense que je ne suis pas assez intelligent, j'y arriverai jamais, je vais faire dentaire, je ne vais pas faire médecine. Elle m'a dit, mais t'es idiot, faut jamais baisser les bras, faut toujours taper plus haut dans la vie. Et puis, bah voilà, j'ai une carrière de médecin assez exceptionnelle, puisque j'ai exercé pendant plus de 40 ans à l'hôpital américain en médecine nucléaire en tant que cancérologue. Mais je me suis toujours intéressé à l'écriture. Mon père était un artiste raté et moi j'ai toujours eu cette faculté d'émerveillement. J'ai toujours voulu vivre dans le merveilleux. Donc l'opportunité s'est présentée d'une action en faveur d'un centre de soins palliatifs pour les enfants cancéreux et pour les aider financièrement. Je me suis mis à écrire un conte pour enfants qui a été illustré par un de mes malades. Ce conte s'appelait Le Prince au mât rouge. J'ai trouvé tout de suite un éditeur et le livre s'est vendu très vite. Il était très rapidement épuisé et je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être écrire ma vie, mon œuvre.
Donc j'ai écrit un second roman qui s'appelle Sans stèle fixe, qui a été publié à l'Harmattan. D'ailleurs, c'est ici qu'en 2011, j'ai fait la première lecture dédicace. Tu étais là. Et puis, le merveilleux est arrivé. J'ai actuellement, depuis 2011, j'ai publié 13 ouvrages et le 14e est en cours d'impression. Alors, qu'est-ce qui fait que la médecine mène à l'écriture ? Il y a eu ce premier livre et puis il y a les rencontres. Les rencontres, c'est essentiellement 2 femmes. Je vais commencer par celle dont je n'ai pas écrit la vie en roman, mais ça viendra peut-être. C'est une Américaine de Los Angeles qui s'appelle Selma Chimel et qui était la présidente fondatrice de la plus grande association de communication sur le cancer aux États-Unis. Je l'ai connue grâce à Lario, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences bienveillantes, comme on dit. Et je suis devenu son secrétaire général. Et avec elle, j'ai fait le tour du monde pour défendre les droits du patient. Donc ça aussi, ça a changé ma vie puisque j'ai eu 50% d'activité de mon temps en tant que bénévole. Et on a créé les premiers groupes de parole sur le cancer en France. Tu t'en souviens ? La deuxième femme, c'est l'héroïne de La Dame Céleste et le Diable délicat. Je venais de divorcer, j'étais ruiné, j'avais la tête sous l'eau et je rencontre une femme qui avait une apparence de danseuse absolument extraordinaire. Je me suis retrouvé dans la même loge qu'elle. J'étais derrière elle et je regardais son port de tête et je me dis, cette femme ne peut être que la plus grande des ballerines de l'opéra. Et puis lorsque nous avons quitté la loge, elle est venue vers moi et elle m'a dit, vous savez, j'ai eu un accident d'auto, est-ce que vous pourriez me donner votre bras pour descendre les grands escaliers ? J'étais un peu surpris, mais je lui ai donné le bras et je suis resté à son bras 22 ans. De 1983 à 2005, date de sa mort. Là aussi, elle m'a fait vivre le merveilleux, puisque tous les soirs, après mes consultations, je me retrouvais avec elle ou à l'Opéra de Paris le plus souvent, mais aussi dans tous les grands centres de danse à Paris et dans la région parisienne. La danse ne m'a jamais intéressé, mais là, je suis vraiment devenu un expert à ses côtés. Et puis, donc je suis resté à son bras jusqu'en 2005. Lorsqu'elle est décédée, c'était un coup terrible. En plus, l'annonce de sa mort s'est faite de façon pas très agréable par téléphone. Et j'ai fait ma petite psychanalyse, c'est-à-dire que j'ai récupéré toutes les lettres que je lui avais adressées. J'ai récupéré toutes ces lettres et pour survivre à ce manque, j'ai classé toutes ces lettres. Et puis, en 20 ans, on a dû s'écrire plus de 2000 lettres. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et lorsque toutes ces lettres ont été classées, je me suis dit, tiens, dans le fond, je pourrais peut-être écrire le roman de notre vie, les années denses, à travers notre correspondance. Parce que c'était une correspondance tout en arabesque, où on a connu les meilleures années de la danse avec Béjart, Roland Petit, puis surtout les années Nureyev. Et lorsque j'ai terminé ce travail introspectif de compréhension, comment une femme qui a 30 ans de plus que vous peut souffrir aussi de vivre à côté d'un jeune homme, parce que vivre à mes côtés, c'était pas le plus facile. Un jour, mon éditeur, Jacques Flamand, me dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement ? Je dis actuellement, j'écris pas pour être publié, mais j'écris pour refaire ma psychothérapie. Donc je lui ai raconté brièvement ce que j'étais en train de faire. Il m'a dit, écoutez, envoyez-moi le manuscrit parce que j'ai une histoire similaire avec une femme plus âgée que moi. Ça m'intéresserait de le lire.
Le lendemain matin, il m'a retéléphoné en me disant, écoutez, voilà, c'est un livre qui n'aura aucun succès parce que ça va intéresser que le microcosme de la danse, mais ça fait rien, je le veux dans ma collection, je veux le publier. Et donc, il a publié ce livre qui s'est vendu très bien tout de suite, qui a été rapidement épuisé. Je crois que c'est la 3e réédition. Ce livre, qui ne devait avoir aucun succès, a obtenu le prix Humanisme 2015 du Rotary Club International. Et puis, je crois que les âmes bienveillantes sont au-dessus de nous et ne nous quittent pas. Il y a 2 ans, Bérangère Dautin, qui est une ex-sociétaire de la Comédie Française, est tombée sur ce livre. Elle m'a téléphoné et m'a dit « Je vous en supplie, donnez-moi les droits, je veux l'adapter au théâtre. Cette histoire est tellement belle, je veux absolument la jouer au théâtre. » Donc elle a adapté la pièce. La première a eu lieu le 12 avril 2019. Je dois dire que ça a eu pas mal de succès malgré les gilets jaunes, qu'on a quand même bien remplis. La pièce est reprise donc au studio Hébertot du 21 décembre 2019 au 9 février 2020. Et puis, autre miracle, j'ai trouvé un producteur qui l'a produit au Festival d'Avignon en 2020. Donc, comme on dit dans une émission de télévision très connue, l'histoire continue et l'émerveillement continue. Voilà, là j'ai fait ce qu'on dit le shortcut, j'ai fait l'histoire courte. Ça, ils vont te poser des questions. Voilà. Voilà, c'est sûr. Pour faire la transition, Gilberte Cournant un jour m'emmène, on était invité dans tous les galas, hein, ça je dois dire que j'ai usé les fonds du pantalon de mon smoking. Un jour elle m'invite à un gala en présence du roi et de la reine d'Espagne. C'était la première fois qu'on présentait au théâtre du Châtelet les zarzuelas, qui sont des chansons espagnoles du XVIIe siècle. Et ici en France, on ne les connaissait pas tellement. Et Teresa Berganza faisait un grand récital justement de zarzuela au Châtelet. Et en arrivant au Châtelet, nous étions au bas de l'escalier. Elle lève le regard et elle dit « Ah !» il faut que je vous présente le Nourieff de la danse contemporaine. Donc je lève le nez et je vois un grand gaillard, tout noir, tout vêtu de noir, avec une cape noire, et c'était Lario Exon. Donc j'ai connu Lario grâce à Gilberte Cournant. Nos chemins se sont recroisés ensuite. Mes parents l'ont adopté, donc il est devenu le 3e frère de la famille. Et je vous en dis pas plus long. Je crois que j'ai utilisé mes 12 minutes. Et puis. C'est pas grave, on te redonnera tout à l'heure. Voilà. Et donc je passe le flambeau à Lario. Danse, le danseur dans son mouvement. Il danse. Voilà.
Bonsoir tout le monde. Merci. Quand je parle pas beaucoup, je parle par le mouvement. Et bon, c'est totalement improvisé complètement. Je ne savais pas ce que je vais faire. Voilà, c'est bien spontanément pour vous. Et avant de parler, pour m'introduire comme danseur. Voilà, donc, mon carrière, c'est vraiment un hasard. J'ai jamais voulu être danseur. C'était pas mon but du tout. J'étais un acteur et j'ai commencé à 17 ans. Au théâtre, j'ai joué avec Living Theatre et La Mama, qui est un grand avant-gardiste à New York, dans le village. Et donc, c'était mon passion d'être acteur. Je voulais d'abord être acteur, je voulais être chanteur de l'opéra. J'étais à l'admiration de Mario Lanza. Je ne sais pas si vous connaissez le Mario Lanza. Ça. Be my love for everything that I can give you. For one thing only is for you I die. Voilà, là, c'était mon passion de chanter. Et bon, comme tous les acteurs, on crève faim. Et j'attendais par des amis qu'il y a une audition pour une comédie musicale, mais très spéciale. Ça veut dire qu'ils voulaient pas tout le monde qui fait tout, ils veulent uniquement des auditions pour des acteurs, des chanteurs et des danseurs. Moi, je loupais l'audition pour les acteurs, je loupais l'audition pour des chanteurs et qu'il reste des danses. Et j'ai des amis qui disent, tiens, il reste pour les auditions, pour les danses, allez, on y va. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais perdre? De toute façon, je ne serai pas sélecté pour cette musique-là parce que c'est pas danser. C'est pas grave, je vais m'amuser avec mes copains, on va aller. Donc, j'arrivais, il y avait centaines de danseurs sur scène et ça éliminait, avant qu'ils commencent à danser, ils sont éliminés jusqu'aux cinquantaine. Après, je me trouvais dans chaque groupe, c'est bizarre, et à la finale, le dernier 10, et à la fin de l'audition, on était pris. Mes copains, non. Ils sont des danseurs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est très étrange. Donc, j'étais très surprise, et une semaine après, pour commencer les répétitions, et là, ça m'est resté toute ma vie, encore maintenant, le chorégraphe m'a dit, vous, les grands là-bas, pas mon nom, vous les grands. Fait un grand jeté, traverser le scène de 2 pirouettes et faire un grand écart. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le grand jeté? C'est quoi le pirouette? Je ne comprends rien du tout parce que c'est le mot français. Je suis américain, donc je ne comprends rien du tout. Et j'étais, comme on dit, tactinisé, j'étais paralysé et me criait dessus. J'ai dit 2 jetés, cross scène. Et il me remplaçait, il dit, écoute, asseyez-vous. Il me remplaçait avec un autre danseur qui a fait ce qu'il demandait. Et j'ai dit, voilà, j'ai perdu mon boulot. Donc, j'allais vers le chorégraphe pendant le break et j'ai dit, excusez-moi, monsieur, mais je ne suis pas un danseur. Et il m'a dit, on sait. Mais pourquoi vous me choisissez? Oui, parce qu'avec le metteur en scène et moi, depuis 3 mois, on est en train de chercher un personnage pour un rôle qu'on n'arrive pas à te faire d'un casting. Et quand vous voulez entrer avec le metteur en scène, il dit, c'est lui, c'était moi. C'est pour un rôle très spécial, ça veut dire un ange noir. On ne sait pas qui est et où il vient. Parce que c'est assez typé et assez grand. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il se m'a pris. C'est pas parce que c'est dansé, parce que je correspond avec le personnage. Et voilà, le hasard qui m'a fait entrer dans la danse. Et le chorégraphe m'a dit, Lario, j'ai une copine qui donne les cours de danse à Carnegie Hall. Va le voir et il vient de ma part. Et j'arrivais et il y avait, je suis 1m90, il y a toutes les petites filles en bonbon rose. Et moi, grand, j'ai étonné, c'est pas pour moi ici, c'est pas pour moi, c'est pas possible. J'ai le pied comme le canard, j'ai raide comme un bois, je peux pas faire un grand écart, j'y arriverai jamais. Et petite, j'ai beaucoup travaillé. Et bien, c'est toujours pas mon passion de danser. J'ai fait ça pour comprendre quelque chose. Et finalement,
le prof, Lucille Beers, que je dois beaucoup, et elle m'a dit, Lario, tu seras un danseur. J'ai dit, non, Lucie, c'est pas possible. J'ai rien pour être un danseur. Si. Elle m'a emmené par la main au Harkness Ballet, qui est une école. Pour moi, je viens d'une famille très, très pauvre, dans le ghetto de Harlem. Vraiment, j'ai des trous dans les chaussures. Vraiment, c'était incroyable. Bon, peut-être je parlerai plus tard. Un parcours vraiment incroyable. Donc, elle m'a amené dans cette école. J'ai entré dedans et je croyais que je tombais dans un rêve, un Alibaba. C'est Versailles. C'est une école de 5 étages avec le chandelier, l'escalier en marbre. C'était extraordinaire. J'étais très surprise. Et donc, j'ai auditionné. Il m'a pris pendant 3 mois. Et à la fin, il m'a pris pour une bourse et m'a payé un salaire. Tous les danseurs qui entraient, un salaire pour apprendre à danser. Moi, je ne voulais pas l'argent. J'étais content de voir la bourse gratuitement. Pour moi, c'est un rêve. C'est incroyable pour un garçon de ghetto de Harlem, entouré par des drogues et tout ça, pour arriver à cette palace. Et voilà, c'est démarré la danse. Et voilà, je suis venu danser. Parcours extraordinaire, je raconte des gens extraordinaires comme Maurice Béja qui a créé le ballet pour moi, Carly Carson que j'ai son partenaire, et justement j'ai un très cher ami, Eric Clouet, un très grand réalisateur qui a fait un film sur nous à Venise, qui est là, merci Eric, et qui est Clouet. Et donc, je connais des gens, grandes personnalités comme Nicole Croisy, comme Barbara, Lycène Marido, qui est là aussi, et vraiment, j'ai une chance extraordinaire. Dalida et Nicole Croisy, évidemment. Et un parcours extraordinaire. Voilà, peut-être je passe sur le micro à Alain et peut-être après les questions après. Merci beaucoup. C'est impressionnant de passer après tous ces destins. Mais Jeanne disait en entrée fort justement que tout le monde a un destin, quel qu'il soit. Et ce qui me frappe quand j'entends parler de ces destins, c'est finalement des points communs qu'on y retrouve, des mots qu'on retrouve. J'ai retrouvé le mot hasard, dont je pensais parler également un petit peu. Pour moi, un destin, ce sont des rencontres, ou une rencontre, que ce soit une rencontre avec une personne, ou une rencontre avec un objet, ou avec la danse, avec l'écriture. Et ce sont des rencontres qui ne sont pas des fatalités, c'est-à-dire qu'on n'est pas destiné à... Mais il y a des possibles, et le hasard fait que ces possibles se réalisent. Je reprendrai les mots de Jacques Monod, le hasard et la nécessité en fait. Et puis il y a également tout un entourage extérieur, que ce soit des personnes, des lieux, qui vont agir sur ces rencontres, soit en les aidant, soit au contraire en les infléchissant un petit peu. Et il va naître également une notion, pour moi, dont ils n'ont pas parlé, mais qui est la volonté. Parce que pour arriver à faire ce qu'a fait Lario à la danse, il fallait une volonté extraordinaire. Pour l'écriture, c'est pareil, parce qu'il faut y croire. Et là, je vais revenir un tout petit peu à mon destin à moi. Je n'étais absolument pas du tout prédestiné à être musicien, puisque je ne suis pas dans un milieu de musicien, ni même dans un milieu d'artiste. Et il s'est trouvé que très jeune, j'ai eu un flash en écoutant 2 sonates de Beethoven, qui étaient jouées par Alfred Brendel, mais à l'époque, je ne savais pas qui c'était, puis ça ne m'intéressait pas. Et à partir de là, cette idée ne m'a pas lâché. Mais dans ma famille, malheureusement, c'était un petit peu compliqué, pour des raisons matérielles, famille un peu nombreuse. Et je voulais faire de la musique, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir jeune des cours, de pouvoir rentrer au conservatoire, de pouvoir prendre des cours de musique. Mon rêve était d'être pianiste. Et je me suis retrouvé avec un cadeau qui m'était pour moi extraordinaire, qui était une flûte à bec. À Noël, j'avais reçu une flûte à bec, qui est la hantise de beaucoup de collégiens. Je ne sais plus si ça existe encore. Mais pour moi, ça a été une révélation. Voilà.
Donc j'ai tiré des sons de cette flûte à bec, j'ai exploré un petit peu l'univers, et puis j'habitais Strasbourg à l'époque, et il y avait en dessous de chez moi un musicien de l'orchestre de Strasbourg, un violoniste, qui entendait des sons de flûte, et qui un jour m'a encouragé, m'a dit bravo, c'est bien ce que tu fais. Bon, c'était gentil comme il parlait à un enfant, mais ça touche quand même. Ça fait partie des rencontres qui portent un petit peu. Donc plus tard, je suis rentré, à 18 ans, je suis rentré finalement au conservatoire de Nice, où j'avais appris d'abord la guitare tout seul. Et là aussi, on rencontre des difficultés, c'est-à-dire que rentrer au conservatoire à 18 ans, c'est l'âge auquel, en principe, les copains sortent avec leur diplôme. Et moi, j'étais quasiment débutant. Donc, on se fait assez mal voir. Et puis, il y a des rencontres, des professeurs qui sentent le virus et qui vont nous porter, nous propulser vers l'avant. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 professeurs de guitare qui étaient Ako Ito et Henri Dorigny, qui formaient un duo de guitare à l'époque, et qui m'ont amené donc vers ce métier. Et je suis actuellement professeur de guitare au Conservatoire des Landes. Parallèlement à ça, j'étais intéressé par l'écriture. C'est-à-dire, je griffonnais des choses, comme beaucoup d'adolescents, bien sûr. Et puis, j'ai laissé tomber parce que la vie fait qu'on a autre chose à faire. Et dans les années, je dirais 2009-2010, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette envie de reprendre le papier et le crayon et de commencer à écrire des mots. Des mots qui restent dans des tiroirs. On les fait connaître un petit peu à quelques personnes, très timidement. Et puis, un beau jour, il faut passer le cap de l'édition. Il faut oser. Se dire, est-ce que ce que je dis va intéresser quelqu'un? Et puis je me dis que bon, si je le fais, c'est que quelque part ça compte pour moi. Ça veut dire que j'ai quelque chose à dire qui peut intéresser les autres. Alors il y a le courage, cette volonté-là de passer le cap de l'édition, d'oser les refus surtout. Parce que ce dont on a peur, ce sont les refus, c'est pas d'être accepté, bien sûr. Des refus, il y en a, et puis on a la chance de trouver un éditeur qui accepte. Alors on y va, on se lance dedans. Premier contact, premier livre qui sort, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'il faut en faire? On ne sait pas du tout comment ça se passe, je ne connais pas le milieu littéraire, comment se fait la promotion d'un livre. On s'imagine, enfin je m'imagine que du fait d'être édité, fait que ça y est, on va être connu, les livres vont être lus. J'en vois qui rit. Ben oui, on peut être naïf très longtemps dans sa vie. Et donc, on fait des lectures, on découvre le monde, et puis il y a là aussi des personnes qui vous aident, des personnes qui écrivent dans des revues, qui parlent de vous. J'en connais une ici, Pierrette par exemple, et des personnes qui écrivent une préface, qui font des interviews, qui parlent de vous à droite à gauche, qui vous encouragent, qui viennent lire à vos lectures, qui viennent vous donner la réplique, fort gentiment. Et tout ça, c'est le destin. C'est le beau destin, je crois, qui relie un petit peu nos histoires, à la fois de hasard, de rencontres et de volonté. Alors, l'écriture, bien sûr, ce sont des livres ici qui sont présents, donc l'écriture, c'est une forme. Pour Claude Alain, c'est, je dirais, plutôt une forme épistolaire. Arrête-moi si je dis une bêtise. Voilà. Chez Larios, c'est la biographie. En ce qui me concerne, c'est la poésie, puisque je suis sensible à la poésie. J'aime écrire de la poésie. Et c'est l'écriture, au final, qui compte et qui va faire le lien avec, à nouveau, tout cet extérieur-là. Et le lecteur, dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est juste en retrait? Est-ce qu'il est spectateur?
ou est-ce qu'il est acteur? Alors, je dirais juste 2 lignes de ce jour opéra. Le jour opéra, c'est, très très brièvement, c'est comme un pas de 2. Dans la scène et le monde. Un pas de 2 parce que c'est une histoire à 2 personnages, c'est pour ça que je dis ça. Mais j'ai la chance d'avoir un danseur à côté de moi, alors j'en profite. Et les acteurs, les spectateurs croisent leurs voix. Et la scène du monde est une scène sans frontières. Et le jour opère comme une musique. Je suis toujours très sensible à la musique et pour moi la poésie, c'est un événement musical également. Et le jour est un mouvement. Le drame se fait lyrique parce que toute vie est un drame quand vient la finitude. Et forcément, elle viendra un jour. Alors, juste 2 lignes de ce recueil. Il y a toujours du vent dans les histoires, côté léger des envolées. Il y a toujours de l'eau comme un miroir, côté reflet pour s'y noyer. Alors moi, je vous pose une question. De quel côté serez-vous? Voilà. Merci. Nous remercions donc nos 3 hommes et je crois que la balle est dans votre camp. C'est à vous maintenant de poser les questions. Jean-Louis. J'ai beaucoup entendu le mot hasard. Or, il y a quelqu'un qui y a dit « Il n'y a point de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et quand on regarde ces personnes, pourquoi ont-elles rencontré telle personne ou telle personne? Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Donc, ce n'est pas le hasard. Pour moi, en tous les cas, ce sont des rendez-vous. On a tous des rendez-vous. C'est ce que je disais en disant il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences bienveillantes. Alors, on dit toujours que la vie, c'est un chemin avec des pavés lumineux ou des bornes lumineuses, mais l'humain est fait de telle façon qu'il y a ceux qui les voient, qui ne s'arrêtent pas, il y a ceux qui ne les voient pas, donc qui continuent aussi leur chemin, et il y a ceux qui s'arrêtent et qui sont dans le questionnement. Et là, les portes s'ouvrent et souvent leur vie bascule. Moi, j'aime les gens, je suis un grand humaniste, donc je m'intéresse aux gens. Hein. J'ai pas fait médecine, surtout dans une spécialité aussi dramatique que le cancer. Donc je me suis toujours intéressé aux gens et je dois dire que les gens me l'ont bien rendu parce que j'ai rencontré des hommes et des femmes absolument extraordinaires qui ont nourri ma vie et qui m'ont profondément changé. Donc ces hommes et ces femmes ont ouvert des portes pour moi et c'est ça que j'appelle les coïncidences bienveillantes. Je peux lire juste une petite phrase puisque ici on est j'ai terminé mon roman La Dame Céleste et le Diable délicat par une phrase que j'ai souvent entendue, que j'ai dû déformer mais que j'ai fait mienne. Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix. Le passage attachant ne s'y lit pas 2 fois, mais le feuillet fatal se tourne de lui-même. On voudrait revenir à la page où l'on aime, et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais pourquoi aussi j'ai écrit L'envol de l'aigle avec Lariot? C'est que Lariot est arrivé en France déjà avec une grande carrière alors théâtrale. C'était un jeune danseur, sinon par l'âge, par la technique de danse. Il est arrivé à Paris dans les années 70 et comme il avait un physique absolument inclassable, tout de suite il a été pris dans le ballet de l'Opéra de Lyon. Ensuite, il a rencontré Béjart, il a rencontré Roland Petit, et il a rencontré les plus grands chorégraphes, Jiří Kylián. Il a rencontré les plus grands chorégraphes qui ont tous chorégraphié pour lui. C'est vrai, quand Gilberte Cournant disait c'est le Nourieff de la danse contemporaine,
C'est bien vrai, mais Loriot vient d'un milieu très modeste et il a toujours gardé une part en lui-même de très très grande humilité. Et je me suis dit, bah voilà, il a un certain âge, il arrive en fin de carrière, il est tellement humble qu'on va l'oublier très vite. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, pour lui rendre hommage, parce qu'il est arrivé en France là où s'ouvraient les plus grandes pages de la danse contemporaine. Vas-y, je t'en prie. Oui, oui, Françoise. Je voudrais vous poser une question, Monsieur Planchon. Je crois qu'on m'entend. Vous avez écrit, à propos de l'écriture, s'écrire, c'est tracer ce qui nous inscrit, résister, c'est exister, témoigner, c'est repousser les frontières de la vie. Alors je voudrais que vous témoigniez sur vos deux univers, parce que ce qui me passionne, c'est que vous êtes médecin et donc dans la précision la plus importante, et dans l'univers de l'écriture, dans tout de même beaucoup plus d'imaginaire. J'aimerais savoir ce que ça vous inspire, ce que ça vous dit comme paradoxe ou comme rassemblement. Alors j'ai choisi une spécialité qui est très très dure, parce qu'on est confronté, à chaque patient on est confronté à la mort dans le cancer. Cancer, c'est la mort. Et moi, je n'ai pu survivre à ça, parce que j'ai une grande sensibilité, je n'ai pu survivre à ça que en m'évadant, comme je disais tout à l'heure, dans l'émerveillement. Et l'émerveillement le plus simple, c'était la littérature, parce que mon père écrivait, il avait une collection de livres extraordinaire à laquelle on n'avait pas le droit de toucher d'ailleurs. Donc c'est ça aussi qui a excité un peu mon sens d'apprendre la littérature par moi-même. Et je me suis mis à écrire, comme tu disais, on écrit tous des poèmes. Moi, j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes à 8 ans. Et puis, j'ai écrit des contes, des choses. Et ça allait toujours dans le tiroir. Jamais j'aurais cru que... je suis le premier étonné quand on dit que j'ai déjà fait paraître 13 bouquins. Je suis très, très étonné. Mais... c'est vrai que l'écriture a été, sinon le merveilleux, une part d'échappatoire à ce milieu très, très noir qu'est le cancer. Et puis, un de mes amis, un critique littéraire, a dit un jour qu'il y avait du Céline en moi. Je l'ai pris comme un compliment. Et quand je lui ai dit mais pourquoi il y a du Céline en moi, il m'a dit parce que tu as une écriture qui est très très noire. C'est vrai que j'écris des thrillers, des romans fantastiques. Et c'est vrai, maintenant je me rends compte que je trempe mon stylo dans cette encre noire que j'ai à l'intérieur et que je ne soupçonnais pas. Et est-ce que je dois le dire, mon dernier roman, Sang d'encre, à 70 ans passés, j'avoue que j'ai été abusé sexuellement. Il a fallu attendre 60 ans pour l'avouer. Et ça, je vous assure que c'est de l'encre noire. Alors, je ne porterai pas plainte comme certaines ou certains, mais ça m'a beaucoup libéré. Alors, dans le cancer, comme pour ce que j'avais de caché au plus profond de moi-même, oui, c'est un échappatoire, c'est une véritable libération. Mais est-ce que votre travail est différent quand vous êtes... Enfin, est-ce que vous sentez une différence d'attitude quand vous travaillez pour la médecine et quand vous travaillez pour écrire? Est-ce que vous avez le même principe de concentration? Parce que tout de même, je pense qu'on n'est pas le même homme dans chaque univers. Rien que par le travail. En tout cas. Moi, je suis un arlequin. Ah, oui. Donc, j'ai plusieurs facettes. Voilà. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à vivre très longtemps avec quelqu'un. C'est un peu déroutant, en fait. C'est un peu agaçant et sûrement très fatigant. Alors... l'option facette écrivain, j'ai toujours écrit et puis c'est l'écriture qui est venue à moi en fait et qui a fait que je suis devenu écrivain. J'ai pris ma retraite en tant que médecin le 31 décembre 2018 et tout le monde me dit oh là là mais comment tu vas le vivre et tout, mais je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'ai eu le salon du livre de Paris, ensuite il y a la pièce de théâtre qui a commencé, qui continue. Donc,
je me dis, mais j'ai été cancérologue à un moment donné, je m'étonne moi-même, parce que maintenant je me sens complètement écrivain. Mais ceci dit, j'écris dans la joie, mais dans la douleur aussi. Hein. Un livre, c'est un accouchement. C'est une autre forme de douleur, mais c'est très douloureux. Une deuxième pièce que tu as fini. Oui, j'ai écrit aussi une seconde pièce, mais alors qui est très très noire. Et pour le moment, les producteurs la lisent. Et oui, c'est très bien, mais oh là là, c'est très très noir pour attirer du public comme ça. Mais enfin, ça m'a fait du bien de l'écrire. Je l'ai écrit en une nuit d'insomnie et je réussirai bien à la mettre sur scène. Moi, je crois que ton métier, sur ce que tu me disais tout à l'heure, toi aussi, ça va être d'ailleurs un fil de mémoire. Toujours, il y a la vie en embuscade, même dans le cancer. C'est pas la mort qui est en embuscade, c'est la vie qu'on vient chercher. Lario me disait tout à l'heure que lui, c'est pas la danse, c'est la vie qu'il cherchait. C'est bien ce que tu disais tout à l'heure. Oui, parce que comme je viens de quand même un enfant assez tragique, assez difficile, très très difficile. J'étais même allé en prison pour les enfants. J'étais dans une gang et c'est grâce que mon père ne voulait pas de moi. Il me fout dans une prison de délinquants, on dit. Et, voilà. Et donc c'est ma grand-mère qui est venue me sauver, qui allait aider. Je veux mon fils. Et le gardien dit non, c'est son père qui allait signer. C'est son père qui doit signer pour qu'il sorte. Et ma grand-mère allait tous les jours, jusqu'au moment où le gars dit ok, j'en ai marre, prends votre petit-fils et si jamais il fait une bêtise, c'est fini. Donc ma grand-mère m'a pris. Et c'est grâce à elle que je suis là, l'homme que je suis, je dois énormément à elle. Et comme mon frère, à l'époque, j'étais aussi abusé sexuellement avec un couteau à la gorge à Harlem. Et vraiment, j'étais très jeune. Et ça m'a traumatisé toute ma vie. Et aussi, et pour me libérer, j'écris des poésies. Comme ça, c'est tout ce qui sort de ma tête. Et mon père, elle a déchiré, il m'a vraiment battu presque. J'ai désigné tout ça, il dit vous êtes rien, tu ne seras rien du tout. Et j'ai une vie assez difficile et je crois que c'est la vie, tout ce que j'ai vécu dans les mauvais, des bons, et les choses qui me fait exister, qui me force. Surtout ma mère d'abord, elle est handicapée. Et j'ai grandi en communiquant avec ma mère en langage spécial parce qu'on ne pouvait pas parler avec des mots très, très primitifs, avec des signes de main, de visage, l'expression du visage pour communiquer avec elle. Et c'est elle qui nous fait grandir, ces 2 enfants, sans mon père qui était disparu dans la nature. Et chaque fois qu'il vient par hasard, c'est quelque chose qui est arrivé, il m'a battu. Donc c'est terrible. J'ai eu une France. C'est pour ça que j'ai rentré dans une gang et tout ça. Et c'est grâce à le théâtre, quelque part. Et je bégayais. Je ne peux pas dire un mot sans bégayer. Et dans l'école, les enfants me moquaient de moi. Les profs me humiliaient devant tout le monde. Et tout ça, tu ne peux pas imaginer que j'ai vécu à mon enfant. Et c'est pour ça que c'est la vie, la misère et la vie que j'ai dit, non, je veux être quelqu'un. Je veux arriver pour ma mère, qui est handicapée, pour ma grand-mère qui m'a sauvé, quand même toute cette année, c'est encore là, c'est fort pour moi, pour arriver, qu'ils sont fiers de moi et que je suis fier de moi-même, que je dois battre pour arriver de faire quelque chose à moi. Pas pour moi personnellement, mais pour rendre heureux ma mère et ma grand-mère qui est partie très tôt. Et je me souviens, elle m'a dit, Lario, ne parte pas parce que je vais mourir. J'ai dit, non, tu ne mourras pas, c'est pas possible. Et je partais pour travailler, j'étais le plus jeune professeur à l'école alimentaire. Et quand je rentrais, j'ai vu qu'il y a quelque chose de bizarre. Je courais 5 étages en ascenseur, je courais dans le couloir et mon grand-mère n'était plus là dans le lit. Je flippais. Chacun a un moment, les cerveaux clenchaient. Je veux me suicider, je jette à la fenêtre. C'est grâce à mon oncle qui m'a frappé. C'est comme mon fondation est fondue. Parce que ma grand-mère, c'était tout pour moi. Et quand elle n'était plus là, moi, je n'existais plus. Et c'est grâce au théâtre que j'allais pour me sauver. Grâce à ça. Et après, le théâtre, et grâce à la danse, c'est pour ça que je dis, c'est la vie. Et je danse, je joue, c'est la vie.
Et quand je renseigne aux élèves, je ne renseigne pas la technique, je renseigne la vie. Vous êtes comme vous êtes, soyez comme vous êtes. Dieu a fait ton corps comme il est. Sois gros, c'est pas important que tu crois en vous. Et comme ça, tu arriveras, même si dans toutes les difficultés, n'abandonne pas, crois en vous et acceptez ton corps comme il est. Je travaille avec Bartabas, le cavalier, c'était difficile. Il dit, non, on ne peut pas les danser. Et je me souviens, ils ont dit, oh, Lario, on n'aime pas les danses, c'est pas pour nous. Et je dis, je suis là pour faire pas des danseurs, je suis là pour que vous acceptez ton corps comme il est, que tu seras bien dans ton pot. Et voilà, et pour tous les jeunes maintenant, je dis, la vie, n'oublie pas où tu viens, n'oublie pas les anciens, parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Et jamais, parce qu'ils vous doivent beaucoup aux gens qui nous aident. Et c'est ça qui nous enrichit la vie. Et je continue de renseigner l'espoir et l'amour et le respect de l'humanité pour continuer avec les jeunes. Merci, Lario. C'est très émouvant, vraiment. Quelqu'un voudrait poser une question? Bon, je dois vous dire, monsieur, que vous m'avez... D'abord, votre geste d'introduction m'a énormément ému. J'ai trouvé que c'était une mise en mots, quelque part, sans les mots. Et vous dites qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que de coïncidence. Moi, je pense que les inconscients se reniflent. Et si vous êtes là tous les trois ce soir, si certains sont là dans la salle, c'est pas un hasard. Si je vous racontais pourquoi cette danse que vous avez faite au départ m'a complètement bouleversée, peut-être que je vous le raconterai un jour. Pour moi, c'était... Puisque vous avez parlé sur votre maman qui avait des mots très primitifs, je crois que c'est pas un hasard. Je devais pas être là ce soir. Je me suis forcée à venir. Et vraiment, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce que vous avez fait au départ, je ne l'oublierai jamais. Je voulais vous remercier pour ça. Voilà. Je voudrais dire un petit mot sur le hasard, parce que c'est une question qui, depuis quelque temps, est mienne et me taraude depuis très longtemps. Comme Claude Alain, je dis avec une légère différence, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'il n'y a que des je dis bien des co-incidences avec un trait d'union, et ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Et je ne crois pas au hasard, contrairement à Pierrette, qui j'espère m'en excusera, mais je pensais à un truc pour clore cette réflexion, parce que c'est un questionnement qui me taraude depuis longtemps, je me répète. Regardez votre vie aujourd'hui. Regardez en arrière. Et encore en arrière. Tout est fait pour que vous soyez là en ce moment. Pourquoi, Pierrette, n'as-tu pas choisi de rester chez toi et de venir alors que tu ne devais pas venir ? C'est un choix. Mais alors, je pense que le hasard est fait, comme tu le disais, je crois, Claude Alain, Alain, comme que c'était fait de rencontres. Oui, il y a des rencontres, mais il y a également des choses qui viennent, comme disaient les Anglais, out of the blues, ex nihilo, on ne sait pas pourquoi, des choses qui se mettent en place, mais c'est parce que deux chemins qui s'ignoraient interfèrent. Et ce qu'on peut appeler une espèce d'immanence, ou un peu de magie, ou tout ce que vous voulez là-dedans, c'est tout simplement parce qu'un faux hasard ou quelque chose de dit hasard va mettre deux routes différentes, deux itinéraires en convergence. Et que cette convergence n'est pas un hasard, c'est un... Tiens, on en vient au thème d'aujourd'hui, c'est un destin. Merci. Oui. Je ne sais pas si je crois au hasard, mais je crois en l'énergie. Et là, je trouve qu'il y a une énergie que je remarque quand même, parce que je reçois quand même pas mal de choses sur Facebook, et c'est la rencontre avec toi. Je me sens beaucoup se connaître. Je trouve qu'il y a des êtres qui produisent une énergie qui rayonne sur les autres. Je ne suis pas sûre, messieurs, je trouve que je vais lire vos livres, que vous seriez là si toi, Jeanne, tu n'étais pas là. Non, c'est très important. Non, un grand cinéaste. Non, je ne suis pas une grande cinéaste, mais voilà, ce que je veux dire, c'est nos énergies se rencontrent plus ou moins, et il y a des êtres qui donnent peut-être, je ne dis pas davantage qu'ils ne reçoivent, mais qui sont là pour donner. Et on n'en rencontre pas tous les jours. Et je te remercie, Jeanne, de faire
d'avoir fait cette si belle rencontre qui nous permettent de rencontrer vous, messieurs. Je crois que nos rencontres nous sauvent de nos identités meurtrières, parce que nous sommes chacun dans sa propre identité. C'est une forme de solitude qui parfois est très belle, mais en même temps, ensemble est un très beau mot aussi. Je pense que c'est un mot salvateur. Et je pense que tous ici, vous le savez, vous avez des métiers, vous avez des vies, il n'y a pas de vie lisse, ça n'existe pas. C'est tout, voilà. Moi aussi, j'ai été très émue par la danse de Lariot, parce que j'ai toujours aimé beaucoup la danse, depuis toute petite en fait. Et je me suis mis à l'écriture il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ans, à la suite d'une séparation. Et en fait, ça a été libérateur. Et j'ai commencé à écrire et je n'avais pas confiance en moi. Et petit à petit, j'ai vu que les gens me poussaient. Donc c'est un peu ce qu'a dit Alain aussi. Il y a les gens autour de nous qui nous écoutent, et voilà, ils nous poussent. Et puis petit à petit, on avance. Et puis on arrive à croire en soi. Et puis il y a eu Jeanne. Jeanne qui a permis que j'écoute l'interview et que je rencontre Gérard. Et ça a débouché sur plein d'autres choses que tout le monde connaît maintenant. Et la pièce de théâtre qui a du succès et qui continue à avancer, et ça me fait plaisir. Et après, le partage marche au ressenti, en fait. Et dès que j'ai des coups de cœur pour quelque chose, j'ai besoin de le partager. Voilà. Oui, alors, moi, je voudrais parler de l'écriture, de comment on est investi dans une identité professionnelle et je crois que pour bien accomplir cette profession, on a quand même besoin d'en parler d'abord et ensuite d'écrire. Et d'écrire d'abord et on rencontre effectivement des gens qui ont un regard bienveillant sur nous, qui nous regardent fonctionner, qui nous regardent travailler. Et je crois qu'on a l'impression d'être compris dans ce qu'on est, dans notre identité. Et ça nous aide. Ça nous aide à écrire. Ça nous aide à fonctionner. Et en ce qui me concerne, l'écriture, c'est un moyen de dire ce que je ne peux pas dire, parce que très longtemps, j'ai eu du mal à prendre la parole comme ça en public, et donc à parler avec des mots. D'ailleurs, je voudrais raconter une anecdote qui est en classe au lycée, en étudiant un poème de Rimbaud. Le professeur expliquait le poème, et moi je me disais, mais il est en train de tout détruire. Il est en train de tout détruire parce que le poème, c'est le poète et moi. Et en expliquant, il casse tout. Il casse tout. Il y avait de la magie dans ce poème, et il casse tout. Et je crois que ce rapport à l'écriture-là, ça m'a aidé à exercer mon métier, parce que mon métier, c'était enseignant, avec des petits-enfants. Et en fait, je me suis dit, il ne faut pas chercher à expliquer les enfants, il faut essayer de les comprendre, de les prendre comme ils sont, et de leur faire une place. Et à partir du moment où on les comprend et où on leur fait une place, en fait, il y a quelque chose dans la relation qui les porte. Il y a quelque chose qui va les porter vers le savoir. Voilà, donc j'ai peur de me perdre un peu dans... Non, mais c'est magnifique. Tu sais, moi j'ai une phrase que j'ai toujours trouvée magnifique. C'est quelqu'un qui disait, un homme qui disait à une femme, ou je ne sais plus qui c'était, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et lui en voulait. Elle lui a dit, pose-toi la question, pourquoi je n'ai pas pu te le dire? Et je pense que c'est ça, l'écoute en quelque sorte. Céline, tu veux dire quelque chose? Je vais poser une question à Lariot. Je vais déjà un petit commentaire par rapport à l'enfance difficile. Dire que longtemps, des gens qui ont une enfance difficile pensent que c'est un frein
de quelque chose, qu'on a du retard par rapport aux autres et que ça nous a gênés pour plein de choses. Et en fait, on se rend compte en grandissant que c'est un avantage, que c'est presque un privilège d'avoir une enfance difficile, du moins en ce qui me concerne, pour justement tout ce que vous avez dit sur la création et autres. Bon, moi j'écris, mais on retombe sur le même sujet. Mais maintenant, je voudrais juste parler de New York et de l'expérience avec le Living Theatre. On a failli se rencontrer dans nos jeunesses ont failli se croiser, parce que je faisais un doctorat à la Sorbonne sur le théâtre, et j'étais partie voir Julian Beck au Living Theatre, et Judith. Et finalement, le destin a fait que j'ai pris une autre voie. J'ai pas fait de théâtre, je suis devenue reporter. Mais je voulais juste savoir en 2 mots, on est un peu hors sujet, mais quand même, comment ça s'est passé avec Julian Beck, l'expérience, c'est quand même intéressant. D'abord, être choisi à 17 ans pour travailler avec ces troupes de théâtre vraiment extraordinaires, vraiment très reconnues dans le travail. Mais je trouvais que c'était extraordinaire, mais en même temps, c'était très violent parce qu'on a improvisé beaucoup. Et comme je viens d'un monde de violence et de ghetto, tout ça, je ne voulais pas retomber. Et parallèlement, je travaillais avec la maman, le Living Theatre à côté, qui était plus doux, plus maman, qui avait l'amour. Et c'est ça que je cherchais. Donc, je n'ai pas resté longtemps. De cause de ça, je veux sortir de la ghetto, de la violence, parce que j'ai vécu ça depuis mon enfance. Et donc, j'ai resté très peu. Et c'est un choix. Et je crois que c'est un bon choix. Et j'ai tombé sur Ellen Stewart. Et c'était vraiment là, c'était l'amour, l'affection, le respect, le courage pour les jeunes. Même si vous n'avez jamais fait le théâtre, elle donne une chance. Montre-moi qu'est-ce que vous pouvez faire. Soyez pas peur, fais-le, je t'engage. Et là, elle m'engageait. Elle dit, Lario, tu seras quelqu'un. C'est extraordinaire. Et moi, je ne croyais pas, je m'en fous. J'étais tellement heureux de travailler à 17 ans, travailler dans le théâtre et contre les gens extraordinaires. Vous savez, j'étais l'original de la création de Hair, le comédie musicale, au début, avec Tom O'Hagan. On est là avec un centaine de hippies à l'époque. On essaie de créer, improviser pour trouver comment on va monter Hair. Et à l'époque, en même temps, j'ai eu un engagement pour travailler à Venezuela, Caracas. Et donc, le parcours, j'ai décidé de partir dans un autre pays que je viens de l'Amérique et j'ai envie de connaître l'autre partie du monde. Et voilà, et j'ai jamais fait Hair. Voilà. Mais j'ai adoré, mais à la fin, je ne regrette pas parce que je ne serai pas là aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous dire mon expérience de ces 3 hommes. Claude Alain, c'est en 97. Je suis arrivée chez lui, pensez m'enlever le cou presque, n'est-ce pas? Bon, je voulais sauver mes cheveux. Et cet homme, c'est justement peut-être à ta question que je réponds. Cet homme n'a pas réagi en tant que médecin seulement. Il a réagi en tant qu'homme. Il a compris que s'il n'allait pas m'aider à me laisser penser que j'allais garder mes cheveux, je ne resterais pas et je ne ferais rien. Donc, Claude Alain, c'est une histoire très longue, une amitié très longue, mais je pense qu'il a surtout toujours été très humain et il a tenu compte de la personnalité de ses patients pour les soigner. On ne peut pas soigner sur un schéma. Et je pense que c'est sa part d'écrivain. Lario est un danseur. Quand on lit Le Saut de l'Aigle, c'est extraordinaire, parce que c'est un saut, c'est un bond, mais c'est un bond dans le vide, sauf qu'il ne tombe pas. Et c'est ça qui est formidable. Alain, tout à l'heure, aussi, il a un destin. C'est un destin qui semble tout à fait normal, mais oser l'écriture, oser aller vers l'édition, parce qu'il n'y a pas à être édité seulement. Il y a oser se confier quelque chose, c'est être sur scène. Ce n'est pas évident non plus. Et en même temps, tous les 3 continuent à transmettre. Toi, tu es professeur et les élèves, il faut transmettre la musique, il faut faire, c'est pas évident. Parce que parfois, c'est les rêves des parents, c'est pas les rêves des enfants d'être musicien. C'est les parents, donc on est en pleine frustration. Toi, tu transmets maintenant, puisque tu as su réinventer ton métier aussi, ta vie. Un danseur ne peut pas rester tout le temps en train de faire des sauts. Il y a un moment où le saut, il faut le réinventer. Et toi, tu as réinventé ta vie. Et je pense que c'est ça la beauté de tout ça. Et je pense que ça tombe aussi sur beaucoup de personnes ici et de livres ici. Et on a parlé dernièrement d'un livre magnifique qui s'appelle La fragilité, que Virginie Méglet a écrit. C'est que tous ces hommes
tous dans la salle, nous assumons sans le savoir nos fragilités. Et de nos fragilités, on fait des forces. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que quelqu'un voudrait dire autre chose? Virginie? D'abord, merci. Et puis, en fait, c'est des deux choses différentes. C'est une question, je suis arrivée d'abord, je vous prie de m'excuser un peu en retard, donc je crois que j'ai manqué, pas l'essentiel, mais beaucoup. Mais votre présence continue à diffuser ça. Et donc, en fait, c'était deux temps. Il y a un mini témoignage, un peu une coquetterie que j'ai envie de faire. Et puis la question qui est effectivement, il y a le sujet de la soirée qui est 3 destins. Et bien, est-ce que chacun de vous, j'ai bien entendu quand même qu'effectivement il y avait un passage de l'un à l'autre et qu'effectivement le médecin l'a été, mais n'est peut-être plus le médecin aujourd'hui qu'il est l'écrivain. Mais s'il y a quelque chose qui dans votre vie à un moment donné a déclenché, parce qu'il y a un tournant qui fait que tous les trois vous êtes quand même venus aussi dans l'écrit. Et l'autre, c'est une petite coquetterie. Il se trouve, il y a quelques années, j'avais été invitée à une soirée chez une amie. Et dans cette amie, chez cette amie, pardon, il y avait de la musique. Et en fin de soirée, je me suis mise à danser. Et moi, j'étais vraiment celle qui était considérée dans la famille nombreuse, qui ne savait pas danser. Je faisais de l'acrobatie, j'écrivais, mais je ne savais pas danser. Et ce soir-là, j'ai dansé, on pourrait dire comme une folle. Et il y avait un homme qui était assis sur un canapé qui me regarde et qui me dit « Mais vous savez très bien danser !» Et je l'ai cru. Et je me suis sentie vraiment très très bien, donc j'ai continué. Et puis après, j'ai appris que cet homme qui m'avait parlé si gentiment, comme ça, si délicieusement, c'était Lario. Et donc, alors j'étais vraiment fière. Le lendemain, je suis allée danser. C'est excellent. Et depuis, je danse. Merci. Moi, je vais juste vous remercier pour tous, le public comme les intervenants pour ces discours inspirants. Il y aura énormément de choses à dire, évidemment. Bon, en ce qui concerne tout à l'heure, par exemple pour les cheveux, il est impossible de dissocier le corps et l'esprit parce que d'un point de vue philosophique, le corps c'est la maison de l'âme. Le rôle des professeurs aussi est vraiment stratégique. Moi, mon professeur de philosophie, je me rappelle jusqu'à la fin de mes jours, j'étais en terminale ES, donc ex-B, donc tout le monde s'en foutait de la philo. Et un jour, elle a dit en arrivant, écrivez ce qui vous plaît. Et donc moi, j'ai noirci. C'est la première fois de ma vie qu'un professeur me disait, écrivez ce qui vous plaît. Bon, les autres, ils ont rien écrit, mais moi, ça m'avait marqué. C'est vraiment, les professeurs sont vraiment inspirants, vraiment très, 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 très inspirants. Il y a une remarque aussi de la dame là-bas quand il disait qu'une enfance difficile, c'est une force. Alors, effectivement, ça aussi, c'est une remarque très, très pertinente. Alors, Bob Marley, un grand philosophe devant l'éternel, donc qui avait eu effectivement un cancer, mais qui avait refusé de le soigner parce que religion, Rastafari et tout ça, disait qu'on est... en fait, on découvre jusqu'où on est fort, que le jour où l'Est reste l'unique option. Et en fait, c'est ça aussi. Voilà, j'aurais énormément de choses à dire, mais je veux juste tous vous remercier. C'était très inspirant. Et vos parcours sont votre amour que vous portez sur votre grand-mère et votre mère, je comprends tout à fait. Voilà. Donc je veux juste vous dire merci. Et je m'arrête là parce que sinon ça pourrait durer longtemps. Merci. Je voudrais vous remercier tous. Vous êtes venus pour écouter ces hommes. On va finir comme on a commencé. Je voudrais vous dire merci pour mes hommes. Vous êtes venus applaudir ces hommes. La 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 la. Voilà. Un grand merci. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Merci de chacun.